Il existe dans les forêts du nord-ouest des États-Unis une qualité particulière de silence que peu de gens ont vraiment expérimentée. Ce n'est pas simplement l'absence de bruit urbain, pas uniquement la disparition des moteurs et des voix humaines. C'est quelque chose de plus profond, de plus ancien, une sorte de présence négative qui s'installe entre les troncs des sapins Douglas et des pruches occidentales, dans ces zones où la canopée filtre la lumière en lames obliques et verdâtres, où l'humus s'accumule depuis des siècles, une épaisseur moelleuse qui étouffe le son des pas. En juillet 1991, 3 jeunes de 17 et 18 ans allaient faire l'expérience de ce silence d'une manière qu'aucun d'entre eux n'aurait pu anticiper, et qui changerait définitivement le cours de leur existence. La région de Willamette National Forest s'étend sur près d'1,7 million acres dans les cascades centrales de l'Oregon, un territoire montagneux où les altitudes varient de 400 à 3200 mètres, où les précipitations annuelles dépassent souvent les 2 mètres dans certaines vallées, créant un environnement luxuriant, dense, presque impénétrable par endroits. Les sentiers balisés y représentent à peine 3% de la surface totale. Le reste demeure une mosaïque de ravins escarpés, de crêtes couvertes de végétation secondaire après les coupes forestières des années 70, de cours d'eau intermittents qui gonflent brutalement après les orages d'été, de zones marécageuses où la mousse forme des tapis trompeurs au-dessus de l'eau stagnante. C'est précisément dans cette immensité que Ryan Mitchell, Corey Brennan et Amanda Torres avaient décidé de passer 4 jours en autonomie complète, loin des campings aménagés, loin des rangers, loin de toute présence humaine immédiate. Le 23 juillet 1991, à 9h15 du matin selon le registre du poste forestier de Mackenzie Bridge, les 3 jeunes ont signé le formulaire de déclaration de randonnée en backcountry, indiquant leur itinéraire prévu et leur date de retour prévue pour le 27 juillet. Ryan Mitchell venait de terminer sa première année à Portland State University en études environnementales. Un jeune homme décrit par ses proches comme méthodique, passionné de cartographie et d'observation ornithologique, habitué aux longues marches solitaires depuis l'adolescence. Corey Brennan, son ami d'enfance, travaillait comme mécanicien dans un garage de Salem. Personnalité plus impulsive, athlétique, adepte de l'escalade libre et de la pêche à la mouche. Amanda Torres, rencontrée par Ryan à l'université, étudiait la photographie documentaire et souhaitait constituer un portfolio sur les écosystèmes forestiers anciens du Pacifique Nord-Ouest. 3 profils différents, 3 raisons distinctes de chercher cette immersion, mais une confiance commune dans leurs capacités et leur préparation. Leur équipement, inventorié plus tard avec une précision médico-légale, comprenait 3 sacs à dos de 70 litres, 3 tentes individuelles ultra légers, des sacs de couchage certifiés moins 15 degrés Celsius, un réchaud à gaz avec 3 cartouches de rechange, des rations lyophilisées pour 6 jours, un filtre à eau portable, une trousse de premier secours standard, 3 lampes frontales avec piles supplémentaires, 2 cartes topographiques au 25 millième, une boussole Silva, un sifflet de détresse, 50 mètres de paracorde, des vêtements de pluie, des couches thermiques, des couteaux multifonctions et un appareil photo argentique Nikon FM2 avec 8 pellicules. Aucun téléphone portable, la couverture cellulaire étant inexistante dans cette partie de la forêt en 1991. Aucune balise de détresse personnelle, technologie encore rare et coûteuse à cette époque pour des civils. Leur plan consistait à suivre le sentier numéro 3542 sur environ 22 km vers le nord-est, puis à établir un camp de base près de Linton Lake, un petit lac alpin peu fréquenté à 2100 mètres d'altitude, avant d'effectuer des randonnées en étoile dans les vallées adjacentes. Les conditions météorologiques du 23 juillet étaient idéales. Ciel dégagé, température de 22 degrés au départ, vent léger de sud-ouest, visibilité excellente. Le dernier contact documenté avec les 3 jeunes
remonte à 14h30 ce même jour, lorsqu'ils ont croisé un couple de randonneurs allemands près du kilomètre 15 du sentier, à environ 1700 mètres d'altitude. L'échange a été bref mais cordial. Les Allemands se souviendraient plus tard que le groupe semblait en bonne forme physique, de bonne humeur, sans tension apparente. Amanda photographiait les cascades formées par Proxy Creek. Ryan consultait sa carte en discutant de l'itinéraire de l'après-midi. Cory mangeait une barre énergétique appuyée contre un rocher. Une scène ordinaire, banale même, le genre d'instant que des milliers de randonneurs vivent chaque été dans les forêts de l'Ouest américain. Rien n'indiquait que dans moins de 72 heures, ces 3 personnes allaient entrer dans une catégorie statistique beaucoup plus rare et plus troublante. Le 27 juillet, date prévue de leur retour, aucun des 3 jeunes ne s'est présenté au poste forestier de Mackenzie Bridge. À 18h, lorsque le délai de grâce habituel s'est écoulé, le ranger de service a tenté de contacter les familles. La mère de Ryan Mitchell a confirmé qu'elle n'avait eu aucune nouvelle, ce qui était conforme au plan initial. Mais elle a immédiatement exprimé son inquiétude, car Ryan était d'une ponctualité obsessionnelle, un trait de caractère qu'elle soulignait avec une angoisse croissante dans sa voix. À 19h45, le protocole d'alerte de disparition en zone sauvage a été officiellement activé. À 21h30, alors que la lumière déclinait rapidement dans les vallées encaissées, une première équipe de 4 rangers expérimentés, équipés de lampes puissantes et de radios VHF, a commencé à remonter le sentier 3542, appelant régulièrement les noms des disparus, écoutant entre chaque appel, dans le silence épais qui montait avec l'obscurité. La recherche initiale, menée toute la nuit du 27 au 28 juillet, n'a produit aucun résultat. Les rangers ont parcouru les 22 premiers kilomètres du sentier sans trouver la moindre trace récente. Aucun équipement abandonné, aucun signe de campement improvisé, aucune réponse aux appels répétés. Au lever du jour, une équipe élargie de 15 personnes, incluant des volontaires du Krag-Rats, une organisation locale de sauvetage en montagne fondée en 1926, a repris les recherches avec une méthodologie plus systématique. Le terrain a été divisé en secteurs de grille, chaque secteur attribué à une équipe de 3 chercheurs progressant en ligne espacée de 20 mètres. La zone prioritaire couvrait un rayon de 8 km autour de Linton Lake, destination déclarée du groupe. Les chiens de recherche, 2 bergers allemands spécialisés dans le pistage en milieu forestier, ont été déployés à partir de vêtements fournis par les familles. Les hélicoptères, 2 appareils Bell 206 Jet Ranger, ont commencé leur survol en spirale concentrique dès que les conditions météorologiques l'ont permis, vers 9h du matin. Mais la forêt semblait avoir tout simplement absorbé les 3 jeunes, sans laisser de traces exploitables. Les chiens ont bien capté une piste olfactive jusqu'au kilomètre 18 du sentier, puis l'ont perdu brutalement près d'une zone de rochers moussus où un ruisseau traverse le chemin. Les analyses ultérieures suggéreraient que les 3 randonneurs avaient probablement quitté le sentier balisé à cet endroit précis, soit volontairement pour explorer une vallée adjacente visible depuis ce point, soit par erreur, en suivant ce qui ressemblait à une sente de gibier partant vers l'est. Cette hypothèse, apparemment simple, allait occuper les enquêteurs pendant des mois, car elle soulevait une question fondamentale. Pourquoi des randonneurs expérimentés, équipés de cartes et d'une boussole, auraient-ils abandonné un sentier clairement marqué pour s'enfoncer dans une zone non cartographiée, sans laisser de message ni de cairn de pierre pour marquer leur décision? Les recherches se sont poursuivies avec une intensité décroissante pendant 17 jours consécutifs. Le pic d'effectifs a été atteint le 30e juillet, avec 53 personnes au sol, 3 hélicoptères, 8 chiens et un drone expérimental appartenant à un laboratoire de l'Université d'État de l'Oregon, une des premières utilisations civiles de cette technologie pour des opérations de recherche et sauvetage aux États-Unis. La zone de recherche a été progressivement étendue à un rayon de 20 km, couvrant plus de 1200 km² de terrain montagneux. Chaque ravine a été inspectée, chaque grotte répertoriée a été fouillée, chaque berge de cours d'eau a été suivie sur des kilomètres.
Des appels radio ont été lancés depuis les crêtes. Des fusées éclairantes ont été tirées la nuit pour signaler la présence des sauveteurs. Des panneaux réfléchissants avec des messages ont été installés à des points stratégiques. Rien. Aucune réponse, aucun signal, aucun indice matériel. Le 9 août, la décision a été prise de réduire les recherches actives au statut de veille passive. Cette transition, toujours déchirante pour les familles, reflétait une réalité statistique brutale. Après 2 semaines sans contact en milieu sauvage durant l'été, le taux de survie approche zéro dans les modèles probabilistes utilisés par les équipes de sauvetage. Les familles ont refusé d'accepter cette logique. Le père d'Amanda Torres, ancien militaire, a organisé ses propres expéditions de recherche avec des amis et des collègues, parcourant inlassablement les mêmes zones pendant tout le mois d'août. La mère de Cory Brennan a fait imprimer 5000 affiches avec les photos des 3 disparus, les placardant dans chaque ville et chaque station-service dans un rayon de 200 km. Ryan Mitchell père, ingénieur civil, a passé des semaines à analyser les cartes topographiques, à calculer des itinéraires alternatifs, à formuler des hypothèses sur les erreurs de navigation possibles, couvrant les murs de son bureau domestique de schémas à noter et de trajectoires potentielles tracées au feutre rouge. L'automne a transformé la forêt. Les pluies de septembre ont effacé toute trace résiduelle, saturé les sols, fait monter les cours d'eau de plusieurs mètres, rendant certaines zones simplement inaccessibles. Les premières neiges sont tombées mi-octobre à haute altitude, recouvrant Linton Lake et les crêtes environnantes d'une couche blanche qui ne fondrait plus avant juin. L'enquête officielle est restée ouverte, mais sans activité significative. Les rangers effectuaient des patrouilles de routine, gardaient un œil sur les secteurs concernés, mais sans nouvel élément, sans nouvelle information, il n'y avait rien à faire sinon attendre. Attendre un randonneur qui découvrirait des ossements, des restes d'équipement, un sac à dos délavé accroché à une branche basse. Attendre que la forêt, dans sa lente décomposition cyclique, révèle ce qu'elle avait pris. Les théories circulaient, comme elles circulent toujours dans ce genre d'affaires. Certains évoquaient une attaque d'ours, bien que les ours noirs de cette région soient rarement agressifs envers les humains et qu'aucun signe de prédation n'ait été découvert. D'autres mentionnaient la possibilité d'une chute collective dans une crevasse non répertoriée, un accident catastrophique instantané, bien que les survols aériens n'aient révélé aucune formation géologique correspondante. Des hypothèses plus sombres émergeaient parfois dans les conversations de bar ou sur les premiers forums internet consacrés aux mystères non résolus. Enlèvement par un individu isolé vivant en forêt, fugue volontaire et changement d'identité, implication dans un trafic de drogue régional. Aucune de ces spéculations ne résistait à l'examen des faits connus. Les 3 jeunes n'avaient aucun antécédent psychiatrique, aucune dette majeure, aucun lien avec des activités criminelles, aucune raison apparente de vouloir disparaître volontairement. Leur compte bancaire n'avait montré aucune activité après le 23 juillet. Leurs cartes de crédit étaient restées inutilisées. Leurs dossiers médicaux, analysés par des psychologues experts, ne révélaient aucun trouble pouvant expliquer un comportement suicidaire collectif. Les années ont passé, avec leur cortège de frustrations accumulées et de douleurs non résolues. Les familles ont continué leurs recherches personnelles pendant des étés entiers, embauché des détectives privés, consulté des médiums controversés, organisé des cérémonies commémoratives sans corps à inhumer. Les médias locaux publiaient des articles anniversaires chaque juillet, rappelant l'affaire, republiant les photos jaunies des 3 jeunes souriants, sollicitant de nouveaux témoignages. L'affaire est devenue une légende urbaine régionale, un avertissement pour les randonneurs imprudents, un mystère récurrent dans les discussions autour des feux de camp. Avec le temps, l'intensité de l'attention médiatique a diminué, remplacée par d'autres disparitions, d'autres tragédies, d'autres mystères. La forêt a gardé son secret, avec une indifférence minérale. Puis, en avril 2001, soit 9 ans et 9 mois après la disparition, quelque chose d'absolument extraordinaire s'est produit. Un homme s'est présenté au commissariat de police d'Eugene, Oregon,
une ville universitaire située à environ 100 km à l'ouest de la zone de disparition. Il était maigre, barbu, vêtu de vêtements sales et élimés. Portait un sac plastique contenant quelques effets personnels. Il a demandé à parler à un officier responsable des personnes disparues. Lorsqu'on lui a demandé son nom, il a répondu avec une voix rauque, peu habitué à parler. Ryan Mitchell. L'officier de service, trop jeune pour se souvenir directement de l'affaire de 91, a néanmoins reconnu le nom après une brève recherche informatique. Dans les minutes suivantes, le commissariat s'est transformé en ruche d'activités frénétiques. Des appels urgents ont été passés, des vérifications d'identité lancées, des protocoles d'urgence médicale et psychologique activés. L'homme était bien Ryan Mitchell. Les empreintes digitales correspondaient parfaitement à celles du permis de conduire délivré en 1990. Une cicatrice distinctive sur l'avant-bras gauche, résultant d'une fracture dans l'enfance, était présente et documentée. Un grain de beauté particulier sur la nuque était conforme aux photos médicales. Mais au-delà de ces identifiants objectifs, l'homme assis dans la salle d'interrogatoire du commissariat d'Eugène ne ressemblait plus vraiment au jeune étudiant de 18 ans disparu une décennie auparavant. Il avait perdu environ 20 kilos, son visage était émacié, ses yeux portaient une expression de vigilance constante et d'épuisement profond. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il acceptait le café qu'on lui offrait. Ses dents montraient des signes de négligence prolongée, plusieurs caries visibles, une infection gingivale apparente. Ses ongles étaient épais, jaunâtres, fendillés. Sa peau présentait de multiples cicatrices anciennes, des marques de gelure sur les extrémités des doigts, des zones de dépigmentation indicatives d'engelures répétées. L'examen médical préliminaire, effectué aux urgences du Sacred Heart Medical Center d'Eugène dans les heures suivant sa réapparition, a révélé un état de malnutrition chronique sévère mais stabilisé. Une anémie ferriprive, une carence en vitamine D, malgré la vie présumée en extérieur, une hypertension artérielle, des signes d'ostéoporose précoce, une bronchite chronique, et une collection de parasites intestinaux, incluant des giardia et des ascaris. Son rythme cardiaque était irrégulier, avec des arythmies suggérant un stress cardiovasculaire prolongé. Sa température corporelle était légèrement basse, 36,2 degrés, indiquant un métabolisme ralenti adaptatif. Les analyses sanguines montraient des marqueurs de stress chronique élevés, des niveaux de cortisol anormaux, une fonction thyroïdienne perturbée. Physiquement, Ryan Mitchell portait les stigmates d'une décennie de privation continue et de survie précaire. Mais il était vivant, conscient, capable de communiquer. Ce qui rendait sa réapparition encore plus extraordinaire et plus troublante, c'était son récit. Installé dans une chambre sécurisée de l'hôpital, entouré de médecins, de psychiatres, de policiers et finalement de représentants du FBI, Ryan Mitchell a commencé à raconter ce qui s'était passé après le 23 juillet 1991. Son témoignage, enregistré sur plusieurs sessions étalées sur 3 jours pour ne pas l'épuiser, allait défier la compréhension immédiate et nécessiter des mois de vérification, d'analyse psychologique et d'investigation de terrain pour être partiellement validé et contextualisé. Selon Ryan, le groupe avait effectivement quitté le sentier balisé près du kilomètre 18, comme les enquêteurs l'avaient supposé. Mais pas par erreur. Ils avaient repéré depuis une crête une petite vallée adjacente qui semblait abriter un lac non marqué sur leur carte. Un objectif photographique intéressant pour Amanda. La décision de dévier avait été collective, prise après une brève discussion, avec l'intention de ne s'éloigner que de quelques kilomètres avant de revenir au sentier principal. Ils avaient progressé vers l'est, en suivant une ligne de crête, puis étaient descendus dans la vallée par une pente couverte de fougères et de buissons de murs sauvages. Le lac s'était révélé plus distant qu'ils ne l'avaient estimé. Après 3 heures de progression difficile à travers une végétation dense, ils avaient décidé de faire demi-tour. C'est à ce moment précis que tout avait basculé. En tentant de retrouver leur route, ils s'étaient rendus compte que la topographie ne correspondait plus à leurs attentes. Les repères visuels qu'ils pensaient avoir mémorisés semblaient différents sous un angle de vue modifié. La boussole indiquait une direction,
Mais le terrain ne semblait pas permettre une progression directe dans cette direction, sans contourner des obstacles majeurs. Cory avait proposé de monter vers une crête visible pour s'orienter. Amanda voulait revenir exactement sur leurs pas. Ryan suggérait de suivre un cours d'eau vers l'aval, en supposant qu'ils rejoindraient éventuellement une vallée plus importante. Ces désaccords, initialement mineurs, avaient généré une tension croissante. Ils avaient finalement opté pour la proposition de Cory, mais l'ascension vers la crête s'était révélée beaucoup plus ardue que prévu, traversant des zones d'éboulis instables et de végétation presque impénétrable. À la tombée de la nuit, ils n'avaient pas atteint leur objectif et avaient dû établir un campement d'urgence dans des conditions inconfortables, sans source d'eau proche, avec une morale déjà entamée. Le lendemain matin, selon Ryan, tout s'était rapidement détérioré. Une discussion animée avait éclaté entre Cory et Amanda concernant la stratégie à suivre. Ryan avait tenté de médiatiser, proposant de rester groupés et de suivre systématiquement la boussole vers l'ouest, direction qui devait logiquement les ramener vers le sentier principal après quelques kilomètres. Mais Cory, convaincu d'avoir repéré un point de repère familier dans une autre direction, avait insisté pour partir vers le nord. La dispute s'était intensifiée. Les voix s'étaient élevées, et dans un moment de frustration aiguë, Cory avait saisi son sac et était parti seul, affirmant qu'il retrouverait le sentier, enverrait des secours. Amanda avait paniqué, voulant le suivre pour ne pas diviser le groupe. Ryan avait essayé de les retenir tous les deux, mais Amanda était partie en courant derrière Cory. Ryan les avait suivis, appelant, mais dans la végétation dense, il les avait perdus de vue en moins de 10 minutes. Ce qui avait suivi, selon le témoignage de Ryan, était une période confuse et chaotique où il avait passé des heures à chercher ses amis, appelant leurs noms jusqu'à l'enrouement, zigzagant dans la forêt sans plan cohérent, épuisant ses réserves d'énergie et d'eau. Quand il avait finalement accepté qu'il était seul, perdu, et que la nuit tombait à nouveau, il s'était retrouvé dans un état de désorientation complète, incapable de déterminer avec certitude quelle direction mènerait à la sécurité. Il avait établi un campement, allumé un feu, espéré être repéré par les recherches qu'il savait inévitables. Mais les jours suivants avaient révélé l'ampleur de son isolement. Il n'avait entendu aucun hélicoptère, aucun appel, aucun signe de présence humaine. La géographie accidentée et la canopée dense devaient masquer complètement sa position. Puis, et c'est là que son récit devenait vraiment extraordinaire, Ryan affirmait avoir découvert une structure abandonnée au fond d'une vallée particulièrement isolée. Une ancienne cabane de prospecteurs, construite probablement dans les années 30 ou 40, époque où des activités minières marginales existaient encore dans certaines parties des Cascades. La structure était en rondins, à moitié effondrée, mais une section restait suffisamment intacte pour offrir un abri contre les intempéries. À l'intérieur, il avait trouvé quelques outils rouillés, des bidons vides, des restes de provisions anciennes complètement inutilisables, mais surtout, un sentiment de sécurité relative après des jours d'errance terrifiante. C'est dans cette cabane que Ryan Mitchell affirmait avoir vécu pendant les 10 années suivantes. Son récit décrivait une existence de survie primitive, basée sur la pêche dans un ruisseau proche, la cueillette de baies et de champignons comestibles, le piégeage de petits animaux avec des techniques apprises empiriquement, la récupération de tout ce qui pouvait être utile. Il avait réparé et étendu la cabane avec des matériaux trouvés sur place, créé un système rudimentaire de récupération d'eau de pluie, cultivé même quelques légumes à partir de graines sauvages, identifiées par tâtonnement. Son isolement était presque total. Il affirmait n'avoir croisé aucun être humain pendant ces années, la vallée étant apparemment située dans une zone si reculée qu'aucun sentier ne la traversait, aucune activité forestière ne s'en approchait. La question évidente, posée immédiatement par les enquêteurs, était: pourquoi n'avait-il pas tenté de partir, de retrouver la civilisation? La réponse de Ryan était complexe et révélatrice d'un processus psychologique profondément altéré. Selon lui, après les premiers mois de survie, où il avait effectivement essayé à plusieurs reprises de s'orienter et de marcher vers ce qu'il pensait être l'Ouest,
Chaque tentative s'était soldée par un échec épuisant et une désorientation accrue. Il était revenu à la cabane chaque fois, de plus en plus convaincu que quitter cet abri signifiait mourir quelque part dans la forêt, sans être jamais retrouvé. Avec le temps, une forme d'adaptation psychologique s'était installée. La cabane était devenue son univers, son territoire connu et maîtrisé. L'idée de la quitter générait une anxiété insurmontable. Il avait développé des routines, des repères temporels basés sur les saisons et les cycles naturels, une forme d'équilibre fragile, mais fonctionnel. La civilisation était devenue une abstraction lointaine, presque irréelle, tandis que la forêt et sa survie quotidienne constituaient la seule réalité tangible. Ce phénomène, expliquaient les psychiatres consultés, n'était pas sans précédent. Des cas documentés de survivants à long terme en milieu isolé montraient des adaptations psychologiques similaires, une forme de syndrome de Stockholm environnemental, où la prison devient paradoxalement le lieu de sécurité, où l'idée même de liberté génère de la terreur. Le trauma initial de la séparation du groupe, la culpabilité concernant le sort de ses amis, la succession d'échecs dans ses tentatives de sortie, avaient probablement créé un conditionnement psychologique qui avait transformé la cabane en refuge mental autant que physique. Ryan avait développé des mécanismes de dissociation, des routines obsessionnelles, une focalisation absolue sur les tâches de survie immédiate, qui laissait peu de place à la réflexion sur des alternatives à long terme. Mais quelque chose avait changé récemment, expliquait Ryan. Un événement spécifique avait brisé cet équilibre. Au cours de l'hiver 2000 à 2001, particulièrement rigoureux, il était tombé gravement malade. Probablement une pneumonie selon les médecins qui l'examinaient rétrospectivement. Il avait passé plusieurs semaines dans un état semi-conscient, incapable de sortir de la cabane, se nourrissant à peine, convaincu qu'il allait mourir. Cette proximité avec la mort avait déclenché quelque chose, une prise de conscience, ou peut-être simplement une dernière tentative désespérée de revoir un visage humain avant la fin. Lorsqu'il avait finalement récupéré suffisamment de force, en mars 2001, il avait pris la décision de partir, peu importe les conséquences. Il avait marché vers l'ouest, systématiquement, pendant plusieurs jours, se nourrissant de ses dernières réserves et de ce qu'il trouvait en chemin, jusqu'à atteindre une route forestière, puis suivre cette route jusqu'à un petit hameau d'où il avait finalement pu se rendre à Eugene. L'histoire était extraordinaire, presque incroyable, mais les examens médicaux et psychologiques confirmaient la plausibilité d'un séjour prolongé en conditions de survie précaires. Les questions restaient nombreuses. Où exactement se trouvait cette cabane ? Ryan fournissait des descriptions, mais 10 ans d'isolement avaient brouillé sa mémoire topographique. Les équipes de recherche, mobilisées à nouveau avec l'espoir de retrouver Amanda et Cory, ou au moins des indices sur leur sort, ont ratissé les zones qui l'indiquaient approximativement. Mais la forêt restait vaste, et les coordonnées imprécises. Des survols aériens, avec imagerie thermique et infrarouge, ont été effectués, sans localiser de structure correspondant à la description. Soit Ryan se trompait sur la localisation exacte, soit la cabane était si bien dissimulée sous la végétation qu'elle échappait à la détection aérienne. Soit encore, hypothèse troublante, certains aspects de son récit étaient altérés par des distorsions mémorielles ou des constructions psychologiques protectrices. Concernant Cory et Amanda, Ryan n'avait aucune information concrète. Il affirmait ne jamais les avoir revus après leur séparation le 2e jour. Il supposait qu'ils avaient réussi à sortir de la forêt, qu'ils étaient quelque part dans le monde, vivant leur vie, ignorant peut-être qu'on les cherchait toujours. Cette hypothèse semblait statistiquement improbable aux enquêteurs, mais rien ne permettait de la réfuter définitivement. Les recherches intensives lancées suite à la réapparition de Ryan n'ont trouvé aucune trace des 2 autres disparus. Aucun reste, aucun équipement, aucun indice. Les bases de données nationales